qu'il n'y a pas aussi un phénomène de partenariat direct entre des multinationales et des États où on cherche par exemple à obtenir des avantages en contrepartie de mesures de développement, que ce soit je sais pas, la construction d'hôpital ou de routes, pour obtenir par exemple des terres, pour développer son business. Là, c'est des partenariats vraiment très directs sans aucune ONG qui rentre en compte. Mais... Enfin, je ne sais pas si vous pouvez dire 2 mots là-dessus. Bien volontiers, mais est-ce que je réponds tout de suite ou on prend on peut voir si question. J'aurais une question. Merci pour votre présentation. Moi, la question que je me posais, c'était, à la fois, il me semble que vous incitez sur le fait que les multinationales ont passablement d'intérêt à s'engager pour la coopération au développement, pour la responsabilité pour les droits humains. Et en même temps, il semble qu'elles sont toujours opposées quand il s'agit de mettre en place une réglementation stricte et contraignante. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction disons, fondamentale entre ces deux logiques, entre l'intérêt pour elles de faire des choses et en même temps le fait qu'elles ne veulent pas être forcées à s'engager? Moi j'avais une question sur les intérêts, les motivations des entreprises. Est-ce que parfois elles peuvent être motivées par le fait qu'elles ont besoin elles-mêmes de développer une région pour exercer leur activité, par exemple un réseau routier ou un hôpital, comme vous mentionnez Nicole, mais vraiment dans l'intérêt de leur activité économique et que du coup elles peuvent commencer à dicter un agenda qui est pas adapté à une région ou qui surdéveloppe une région par rapport à une autre. Ok. Ah oui. Moi, une question, c'est comment on fait pour pallier en fait dans ces systèmes de partenariat à l'effet concurrentiel qu'il y a entre les États dans l'application de normes positives en fait. Si on veut responsabiliser les entreprises, l'argument typique, ça sera voilà, si nous les Suisses nous adoptons cette loi, la France, la Grande-Bretagne ne l'adopte pas et on aura un désavantage concurrentiel dans nos activités, nous allons perdre de l'emploi. Donc, est-ce qu'il y a des pistes qui sont envisagées pour éviter cet effet de concurrence qui se remarque aussi dans le domaine fiscal par exemple? Oui. Il y a quand même une question de rapport de pouvoir aussi dans votre présentation qui est très claire. Hein, quand vous montrez la liste des plus-values économiques et qu'on voit qu'effectivement les multinationales rivalisent avec des pays, est-ce qu'à votre avis, il y a une manière de revenir un peu en arrière et de diminuer cette puissance des multinationales? Parce que même si on est en bonne négociation avec eux, ce déséquilibre est tel qu'on voit mal comment des pays pauvres, en l'occurrence, sont capables de négocier vraiment d'égal à égal. On a l'impression que c'est tellement inégal dès le départ que c'est un peu perdu d'avance. Est-ce qu'il y a des manières pour nous, peut-être du côté plus riche, l'initiative en est une, hein, mais est-ce qu'il y en a d'autres pour essayer de diminuer cette puissance et faire en sorte que les acteurs soient sur un pied d'égalité? Vaste question, donc je vais essayer de ne pas être trop long, mais comme je l'ai dit, le sujet est très vaste, donc il y a un certain nombre de questions que vous soulevez, que je n'ai pas traitées, mais qui sont très importantes. Peut-être la première question sur l'agenda des États qui viennent avec leurs multinationales et on a donc des accords qui sont assez vastes et puis je lis ça, la troisième question sur finalement on arrive à des priorités qui sont données dans des projets d'infrastructures qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins locaux et aux réalités. Alors là je ne peux pas m'empêcher de parler de la Chine parce que donc, comme vous savez, la Chine a développé cette notion de coopération sud-sud, dans laquelle la Chine a dit nous, l'aide, ça ne nous intéresse pas, c'est du paternalisme. Nous, on a un partenariat gagnant-gagnant dans lequel on considère l'ensemble des échanges, que ce soit le commerce, l'investissement, et puis des prêts à taux préférentiels qui sont en partie de l'aide et de la coopération technique, y compris par exemple l'année passée 30 000
bourses d'études qui ont été mises à disposition pour les étudiants africains qui vont étudier en Chine. Et dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est que la Chine, qui dépend quand même de la sécurité énergétique et l'approvisionnement en matières premières, qui dépend beaucoup de pays asiatiques, africains, latino-américains, a passé ces accords SWAP, où au fond, avec la République démocratique du Congo et d'autres pays, l'accord a été de dire, vous nous livrez tant et tant de tonnes de minerais, tant et tant de barils de pétrole. En contrepartie, nous construisons une ligne ferroviaire qui passera à proximité des mines et donc qui servira les désenclavement de ces régions, mais qui permet aussi donc d'extraire les matières premières. Et puis, on va aussi construire des routes, des bâtiments, d'infrastructures avec des entreprises chinoises et des ouvriers chinois qui viennent faire le travail. Et je dois dire que quand ça a débuté, au début des années 2000, j'entendais beaucoup de mes collègues qui disaient « Waouh, mais ça c'est vraiment pire que tout, on est retombé aux pires heures du colonialisme ». Je ne sais pas. Si vous prenez d'autres accords qui sont des accords commerciaux plus traditionnels, avec des entreprises pétrolières au Congo-Brazzaville, c'était des accords commerciaux. On dit voilà, on vous achète déjà par avance une production pétrolière qu'on va payer avec un baril à 9 $ ou à 10 $. Mais à la fin, qu'est-ce qui reste à Brazzaville et autour, à part la tour Elf, mais enfin, que reste-t-il? Rien. Alors que en Angola, en RDC, parfois il reste une route, une voie de chemin de fer, dont la qualité fait beaucoup couler d'encre, parce qu'il semble que souvent des entreprises chinoises économisent à tous les râteliers et donc fournissent finalement des infrastructures qui sont pas du tout viables à terme ou qui posent des problèmes de maintien. Mais enfin, voilà, il reste quelque chose de tangible. Et je sais que certains, on pourra vous entendre aussi, mais je sais que certains dirigeants africains et intellectuels dans les universités se disent au moins il y a des résultats tangibles de l'exploitation de nos ressources naturelles et c'est un début. Alors maintenant, la Chine, en Éthiopie par exemple ou ailleurs, est en train de diversifier beaucoup ses investissements aussi dans le cuir, dans l'habillement, enfin le textile, et tant mieux parce qu'il faut diversifier dans des activités à plus haute intensité de main-d'œuvre. Mais évidemment, il est vrai que dans ces accords-là, on a un développement qui ne répond pas au plan national qui aurait été mis en place sans l'offre ou disons la volonté chinoise de proposer un deal qui est orienté sur ses intérêts. Donc oui, mais finalement, si nous étions, avec l'aide occidentale, alignés avec les intérêts de nos partenaires du Sud, il n'y aurait pas besoin de DDC, il n'y aurait pas besoin de SECO, il n'y aurait pas besoin d'ONG. On envoie les chèques et puis ils font ce qu'on veut qu'ils fassent. Puis on n'aurait pas besoin de prendre 10, 15, 20, 30, 50% des fonds pour faire tourner des administrations qui visent surtout à s'assurer que ces récipiendaires ou partenaires font ce qu'on veut qu'ils fassent de l'argent. Voilà, donc je crois que c'est une relation qu'on connaît bien, nous autres occidentaux, et les Chinois ont une manière un peu différente d'aborder la question, mais personnellement, je pense que, et je viens à l'autre question, donc à la question de la relation de force et de pouvoir, je pense que le fait que des États pauvres, mais qui ont quelques ressources ou quelques intérêts géostratégiques, puissent maintenant jouer les Britanniques contre les Américains, contre les Allemands, contre les Chinois, contre les Indiens, tant mieux. C'est réellement une manière de renforcer, d'améliorer un peu leur position de négociation, parce que le pire moment, je pense qu'il a été atteint à la fin des années 90, 90, lorsque les matières premières, le prix, et ça faisait 20 ans qu'on avait des matières premières dont les prix étaient vraiment déprimés, et extrêmement déprimés à la fin des années 90, et puis vous n'aviez peu ou pas d'investisseurs intéressés.
Et donc la Zambie a négocié un accord mais absolument scandaleux pour vendre son cuivre et d'autres matières premières parce qu'il n'y avait pas de choix et le meilleur choix aurait été de garder le cuivre sous terre jusqu'à ce que les prix remontent et qu'il y ait un peu plus de concurrence. Par la suite, on a vu une concurrence très forte. C'est-à-dire ce qui a permis à de nombreux pays de renégocier les accords qu'ils avaient passés durant les années 90 et qui étaient des accords très désavantageux. Maintenant, à chaque pays de défendre ses intérêts, et heureusement maintenant il y a un certain nombre de pays qui, parfois à prix d'or, mais enfin se sont achetés les services de certains experts qui ont négocié beaucoup d'accords commerciaux par le passé, pour dire, attendez, comment est-ce que l'accord qu'on est en train de négocier est aussi favorable que celui que le Pérou, que la Colombie, la Chine a négocié avec la même entreprise. Et il faut beaucoup de transparence là-dessus, il faut améliorer les capacités de négociation de ces pays. Mais je pense quand même que le fait de voir une multiplication de pays donateurs avec surtout le facteur Chine aujourd'hui a changé un peu la donne. Alors on pourra le regretter parfois parce qu'il y a certaines conditionnalités liées à la démocratisation, aux droits de l'homme, qui faisait partie, qui était assortie de l'aide au développement et des flux financiers concessionnels des pays occidentaux. Et certains pays ont pu dire, écoutez, nous on n'a plus besoin de vous. Un, les matières premières nous permettent de gagner assez d'argent. Deux, on a les Chinois, donc si ça ne vous plaît pas, on peut aller ailleurs. Voilà, donc c'est un peu à double tranchant, mais c'est un fait, et je crois que j'espère que ça se poursuit, et il faut travailler à renforcer dans ce cadre-là, je pense surtout pour Alliance Sud, dans ces coalitions de la société civile, avoir plus aussi de renforcer le pouvoir des partenaires du Sud par rapport à des préoccupations que vous avez pour le développement durable. Et on le voit quand même, au Festival des droits humains, on a vu un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme qui étaient invités par des organisations suisses ou internationales ou dans des coalitions qui permettent à ces personnes de pouvoir se reposer sur des coalitions internationales comme les multinationales elles-mêmes ont leur réseau, mais évidemment on est souvent en termes de puissance financière, de taille dans des matchs à la David contre Goliath. Voilà. Il y avait l'argument concurrentiel, qui est un... Il est vrai que c'est un argument que l'on peut comprendre. Chaque État défend ses intérêts, et on peut comprendre que la Confédération dise, écoutez, nous on ne veut pas se doter d'une législation contraignante qui fasse fuir des entreprises qui sont installées ou qui s'installeraient en Suisse, et qui vont en Autriche, en Italie, au Liechtenstein, ou en France voisine, parce que la législation est beaucoup plus propice pour leurs affaires. Donc là, il n'y a pas d'autre moyen que la pression internationale et les négociations multilatérales pour s'assurer d'une harmonisation. Mais je dirais que souvent cet argument est mis en avant par des États qui n'ont pas envie de bouger. Et on a parfois très peu de recherches académiques sérieuses qui montrent que réellement ce risque concurrentiel existe, que le risque de délocalisation est sérieux. Évidemment, c'est difficile de faire ex ante, et puis ex post, ça peut faire grincer les dents, donc, mais c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille beaucoup plus. Et je pense que par rapport à cet argument-là, il faut éviter que les États se cachent derrière cet argument, surtout lorsque certains États ont un réel leadership. Alors prenons le négoce des matières premières. Si on prend la Suisse, Singapour et le Royaume-Uni, on a là déjà une masse critique qui devrait permettre à un groupe restreint d'États de prendre des mesures, et la Suisse peut jouer un rôle de pionnier en la matière, plutôt que de jouer un rôle de dire on attend que les autres bougent et on s'adaptera lorsqu'on le devra à reculons. Et moi, à titre personnel, parfois je regrette que dans la gestion des risques
et dans la gestion prospective d'une cohérence des politiques publiques, la Suisse ne soit pas plus, comment dire, novatrice dans certains domaines où elle a un leadership incontesté. D'autres questions? Un rapport qui a été élaboré il y a quelques années concernant donc, un service qui a été intégré au SECO et qui permet, lorsqu'il y a des accidents liés à des problèmes de violation des droits humains par une société suisse à l'étranger, de provoquer un processus de dédommagement des personnes à l'étranger. Il existe, hein, c'est sur le site du SECO, il y a un rapport qui a été élaboré très, très intéressant par le Centre des droits humains. Donc, mon point de vue, je voudrais connaître le vôtre, c'est qu'en fait, pour les entreprises qui sont vraiment multinationales et qui sont engagées à l'étranger dans la coopération, etc., commerciale, le processus de dédommagement lié à l'exploitation d'une entreprise en main suisse à l'étranger, il existe, mais on va dire il est très confidentiel, je pense que la majorité des gens ne le connaissent pas. Et alors, de mon point de vue, et je voudrais connaître le vôtre, compte tenu de votre expérience qui n'est pas la mienne, les véritables entreprises impliquées là-dedans savent que cette possibilité de dédommager les victimes d'entreprises suisses qui commettent des dégâts à l'étranger existe. Donc, elles préfèrent rester dans leur liberté commerciale et ne pas avoir une loi qui va imposer aux entreprises une éthique, en ce sens qu'elles se sentent libres de l'appliquer ou pas, puis en principe elles le font. Il n'y a pas de contrôle, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un risque de lobbying, malgré les volontés des ONG d'imposer ces critères, qui ne connaissent pas vraisemblablement? Mais il faut entrer dans le SECO, et quand on cherche, on trouve. Mais il faut vraiment chercher, et puis c'est très, on va dire, c'est ouvert à tout le monde, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui le connaissent, et ça c'est pour les entreprises commerciales. Je pense que pour les acteurs humanitaires avec leur activité commerciale et autres, je pense que c'est plutôt ces acteurs-là qui demandent une loi. Quel est votre point de vue à ce sujet? Parce qu'il va y avoir un débat là-dessus. J'espère que la population suisse soit d'accord. Je pense qu'il doit y avoir un bon lobbying, même au niveau des parlementaires, pour demander à respecter les droits privés qui régissent l'activité commerciale et économique et ne pas avoir l'État qui s'ingère dans leur affaires privées et des ONG qui vont aller. C'est un point de vue. Quel est votre point de vue à ce sujet? Concernant la Suisse, évidemment, tout le monde est d'accord, mais c'est ma restriction. Bon, moi, oui. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Moi, j'avais une question que vous n'avez pas tout à fait répondu. Oui, en fait, c'était par rapport à la question des multinationales qui semblent en fait, vous vous rappelez ou... Ah oui, je me rappelle, et Voilà. c'est lié un peu d'ailleurs. Ouais, c'est pourquoi est-ce qu'elles s'engagent, elles sont opposées aux mesures contraignantes et puis en même temps, selon votre discours, vous dites qu'elles pourraient s'engager. Ouais. Par rapport à ça. Les deux questions sont un peu liées. Je reviens un peu au début là. Où est-ce que j'avais ça? Une motivation. Voilà. Au fond, moi je vois pas de paradoxe. Par contre, je ne connais pas cette mesure de compensation par le SECO. C'est le point de contact au CDE. Voilà, d'accord, ok, oui. Alors excusez-moi. Qui n'était pas contraignant en fait. Oui. Qui était... Voilà, même la décision du SECO dans la matière ne serait pas contraignante. Oui, donc si il a c'est... même eu une plainte contre le BVF. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé Oui. et si les entreprises se soumettent volontiers, tout ça qui fait que... C'est intéressant. Parce que c'est issu des lignes directrices sur les multinationales de l'OCDE qui prévoit dans chaque État membre de l'OCDE la création d'un point de contact auprès duquel on peut poser plainte contre les agissements d'une des multinationales qui aurait violé les lignes directrices de l'OCDE, et on peut y aller au nom
de la population qui aurait été victime de telle violation. C'est pas contraignant et c'est le SECO qui reçoit la plainte, qui peut l'instruire, qui peut prendre des décisions. Moi, je veux dire, là, ce que je n'ai pas suivi, c'est qu'il y a eu des décisions de dédommagement. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, peut-être que vous connaissez mieux la question. Il n'y a pas eu encore de décision de dédommagement. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, c'est quelque chose à suivre et ce point de contact, il est peu utilisé. Il y a certains pays là où il est un peu plus connu et utilisé. En Hollande, je sais qu'aux Pays-Bas, le point de contact au CDE était un peu plus fréquemment utilisé. En Suisse, c'est peut-être peu le cas, ça reste assez confidentiel et c'est dommage parce que c'est un mécanisme qui est à disposition des organisations de la société civile. Maintenant, s'il est utilisé et que chaque fois ça ne sert à rien, c'est une autre question. Maintenant, j'en viens peut-être au paradoxe. Pour moi, ce n'est pas un paradoxe du tout. J'ai essayé de dire, si on parle des motivations, les objectifs des entreprises restent la maximisation du profit, de la valeur actionnariale, qui était très simple, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts de production, et puis qui est un peu plus complexe aujourd'hui parce qu'il y a des risques de poursuites judiciaires, il y a des risques de réputation et d'image qui peuvent influer sur les résultats financiers, sur la facilité à obtenir des prêts auprès de certaines banques. Donc au fond, ce que je disais, c'est que l'équation est devenue beaucoup plus complexe et que, vu que cette équation est plus complexe, on a des intérêts communs potentiels parce que l'entreprise a dit ouais, là on aimerait quand même bien y travailler. Typiquement, lorsque j'ai travaillé en Indonésie, au Nigeria ou en Colombie avec des entreprises pétrolières et minières, certaines d'entre elles disaient nous, on a très peur qu'il y ait un massacre qui soit perpétré au milieu de cette zone de conflit, qui nous soit attribué même si on n'a pas grand-chose à faire. Mais il se trouve qu'il y a un bataillon qui vient d'être alloué pour protéger notre oléoduc, et que ce bataillon n'a pas la meilleure des réputations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Parce que ce serait une catastrophe pour notre image, pour nos ventes, pour... Voilà. Alors, l'objectif de cette entreprise pétrolière n'est pas de protéger les droits de l'homme, mais il se trouve qu'on peut avoir des intérêts communs à éviter les massacres dans cette région-là. Voilà, c'est ce que je disais. Et alors, il est tout à fait logique que les entreprises s'engagent pour des mesures non contraignantes d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qui ne sont pas assorties de sanctions financières, voire même de sanctions pénales, mais de se dire, voilà, nous allons nous engager de manière constructive, avec de l'auto-régulation, pour essayer de réduire des risques de poursuites judiciaires, pour essayer d'éviter les boycotts, pour essayer d'améliorer notre image. Par contre, on ne veut pas aller jusqu'au point où on veut avoir une législation contraignante qui nous verrait être condamnés pour les agissements d'une filiale que nous ne contrôlons pas, ou en tout cas, on dit qu'on ne la contrôle pas d'un point de vue de leurs agissements, et qui peut porter atteinte au profit. Ça me paraît tout à fait logique, normal, l'inverse serait étonnant, avec quelques questions liées aux problèmes concurrentiels, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir par exemple l'initiative de transparence des industries extractives. À la base, c'était British Petroleum qui trouvait incroyable que l'argent disparaisse, on ne sait, enfin, on savait où, mais l'argent disparaissait en Angola. Et British Petroleum en 1999 a dit on va publier tous les revenus qu'on verse au régime de Dos Santos. Toutes les autres compagnies pétrolières ont dit oh là, ça c'est BP, hein, nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dos Santos a dit à British Petroleum soit vous sortez tout de suite du pays et vous abandonnez tous les blocs offshore, soit vous arrêtez de faire les marioles. Donc il a fallu que Tony Blair et d'autres viennent au G8 avec une proposition d'initiative multipartie prenante sur la transparence des revenus extractifs. Et puis, c'était 2002, 2003, et finalement en 2010, le Congrès américain a adopté la loi Dodd-Frank avec une section 1504 qui dit que toutes les entreprises enregistrées à Wall Street, enfin enregistrées auprès de la commission Security and Exchange Commission de Wall Street, doit publier
les revenus qu'elle verse à des États dans les pays producteurs. Alors ça devient contraignant, il y a des problèmes de mise en œuvre, mais ça devient contraignant 10 ans plus tard parce que ça fait partie de la réglementation boursière américaine. Donc c'est un long processus qui est allé depuis une tentative, je dirais, autonome d'une entreprise au problème de concurrence qui a amené à une initiative volontaire multi-parties prenantes et qui peut amener à une réglementation qui, à la fin, devient contraignante. Mais c'est un processus assez long et donc moi je n'oppose pas initiative volontaire et processus contraignant. Je reviens juste à un autre exemple. Je vous ai parlé des principes volontaires sur la sécurité des droits de l'homme en Indonésie. Il est avec un très gros investissement qui a été fait en Papouasie de l'Ouest, finalement le Congrès indonésien a adopté les principes volontaires dans la concession, qui a été donc, dans le projet d'exploitation du gaz. Et donc c'est devenu donc les principes volontaires sont devenus contraignants dans la gestion de la sécurité pour cette concession. Donc vous voyez, il peut y avoir ensuite un travail qui est fait, et puis dernière initiative en date, l'initiative sur les multinationales responsables, où on a vu des normes non contraignantes adoptées à l'unanimité par la Commission des droits de l'homme, puis aujourd'hui une tentative en Suisse d'avoir une initiative qui, si elle est adoptée, traduira ces engagements dans l'ordre juridique interne. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond un peu à vos... Oui, tout à fait. Je ne suis pas complètement à 100% d'accord avec vous, mais je trouve très intéressant, effectivement. Mais je n'aurais pas d'argumentation comme ça à vous sortir tout de suite. Mais effectivement, pourquoi est-ce que les multinationales suisses ne soutiennent pas cette initiative pour les multinationales, l'initiative suisse, étant donné que ça, il n'y aurait plus de moutons noirs, je dirais, elles auraient a priori tout intérêt. Elles sont quand même toujours très... Alors vous dites, bon, elles défendent leurs profits. Voilà, j'ai essayé de donner une réponse qui est pour moi, c'est assez logique. Ouais. Je pense qu'on pourra trouver, peut-être durant la campagne qui aura lieu, peut-être quelques patrons d'entreprise qui tout d'un coup vous rejoindront. C'est pas exclu, mais pour un mix de motivations qui sont là, que ça peut être des motivations aussi personnelles, mais je pense que d'un point de vue, moi ce qui m'intéresse dans la multinationale, c'est l'entité. Et comme entité, son objectif est de maximiser le profit et d'avoir une législation contraignante avec des sanctions pour les agissements de filiales dans des pays aussi complexes que la RDC, le Myanmar ou d'autres. Représente un risque qui ne va pas dans le sens de la maximisation. Merci. Je peux déjà rassurer que oui, on a déjà des patrons d'entreprise qui soutiennent l'initiative, heureusement. Après, c'est vraiment pas les grandes entreprises. Mais dans ce sens, je voulais peut-être avoir un peu votre avis par rapport au mécanisme de contrôle, parce qu'on sait que dans l'initiative prévoit la possibilité pour les victimes de venir déposer plainte en Suisse. Or, c'est exactement ça qui fait très peur aux entreprises, même si ce sera difficile parce que l'accès à la justice n'est pas facile en Suisse. Quel est, à votre avis, vous n'êtes pas devin, mais quelle est, à votre avis, une variante qui pourrait plaire aux entreprises, plaire à l'administration, comme mécanisme de contrôle? Et je pense notamment à la loi sur justement la gestion des personnels de sécurité, enfin des entreprises de sécurité, parce que là, en l'occurrence, c'est une administration qui fait le contrôle. Donc est-ce qu'on se dirigerait même peut-être vers une loi qui serait sectorielle, mais qui aurait un mécanisme de contrôle différent d'un mécanisme judiciaire? Bon, j'allais prendre l'exemple des compagnies privées de sécurité, parce que là, on a eu je trouve très intéressant ce qui s'est passé dans le domaine, on a eu deux volets. Le premier volet qui a été ce qu'on appelait le processus et le papier, le document de Montreux, qui clarifie les responsabilités des États et les responsabilités des compagnies privées de sécurité. Rien de nouveau, on reprend le droit international humanitaire, les droits de l'homme, et puis on redit ce que les juristes savaient, mais enfin, de manière très précise par rapport aux services offerts par des compagnies privées de sécurité et des compagnies militaires privées.
Puis une fois qu'on avait ça, donc les affaires étrangères, le département des affaires étrangères, avec DICAF et d'autres organisations qui sont maintenant avec nous à la Maison de la Paix à Genève, ont développé un code de conduite non contraignant, mais qui est un code de conduite de mise en œuvre au fond, de mise en œuvre multi-parties prenantes des obligations des compagnies privées de sécurité. Et la grande question était les mécanismes de vérification. Donc il y a un mécanisme de vérification qui a été durement négocié, défini, qui doit être un mécanisme de vérification externe, indépendant, du comportement adéquat ou non des compagnies privées de sécurité et des compagnies militaires privées. Je n'ai pas suivi ces derniers mois comment ça se met en place, parce que j'ai suivi jusqu'à l'adoption de la charte, et je ne sais pas maintenant au niveau de la mise en œuvre comment ça se déroule, mais je pense que c'est une innovation qu'il faut suivre avec intérêt, parce qu'elle peut être probablement répliquée. Et c'est important d'avoir un certain pragmatisme par rapport à la manière de pouvoir faire un travail de vérification qui soit crédible et qui soit aussi, c'est le but du code de conduite, une manière d'amener le secteur à intégrer dans leurs pratiques et leurs politiques ces bonnes conduites. Et par rapport à la loi sectorielle, est-ce que vous imagineriez que c'est une possibilité pour la Suisse, par exemple, comme le Dodd-Frank Act lancé en Suisse? Oui, moi je pense qu'on peut avoir une approche sectorielle et on l'aura probablement, parce que c'est ce que j'ai voulu dire en travaillant ici par secteur. Voilà. Et puis en prenant par exemple le secteur, on a des problématiques très très différentes suivant les secteurs. Et c'est difficile d'avoir, au-delà, disons, des principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'homme et les entreprises, si on va ensuite plus dans le détail, on a besoin d'avoir des accords par secteur qui font du sens par rapport aux risques, par rapport aux contributions potentielles et par rapport aux acteurs qui sont concernés. Et je pense que si l'Union européenne et les États-Unis adoptent finalement, par exemple, des lois très contraignantes par rapport à la publication des revenus payés par des entreprises actives dans les matières premières aux pays producteurs, la Suisse a déjà annoncé qu'elle suivrait avec un accord sectoriel. Et je pense que c'est une manière, peut-être de manière peut-être plus pragmatique, d'aborder des problématiques de développement très réelles mais très précises, et puis d'aller plus loin que des accords génériques qui ensuite posent des problèmes à toutes sortes d'acteurs qui ne s'y retrouvent pas. Cela étant, sur les droits de l'homme, je crois qu'on a là maintenant un texte négocié par John Ruggie qui fait l'unanimité et qui est à la base de l'initiative qui est actuellement proposée.